Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Xi Jinping et de la doctrine de l'empereur philosophe. Alors une, une doctrine qui résonne évidemment pour nous avec Platon, qui voulait que les rois soient philosophes et les philosophes rois, qui résonne aussi peut-être avec Marc Aurèle, un empereur philosophe qui a régné sur la totalité du monde connu et auquel Pierre Hadot, dans son commentaire aux pensées, consacre son premier chapitre du commentaire aux pensées de Marc Aurèle qui s'intitule justement L'empereur philosophe. Alors, que les empereurs doivent être philosophes, c'est aussi une évidence pour les Chinois de l'Antiquité. Vous savez que Confucius passait son temps à essayer de conseiller les empereurs, les princes des États-cités de l'époque, à se préoccuper davantage d'eux-mêmes et de leur peuple, en se posant des questions et en s'adonnant à une pratique susceptible de les transformer. Confucius, Ranfeizi, les moïstes aussi, tous, ils sont allés de leurs conseils, de leurs recettes de gouvernement pour le gouvernement de soi-même et des autres. Alors, je voudrais montrer que c'est aussi quand même une préoccupation importante chez Xi Jinping. Je ne voudrais pas que vous croyiez que j'essaie de l'affubler de l'étiquette de philosophe pour rehausser son image. Je le redis encore une fois, mon propos n'est pas apologétique, mais véritablement philosophique et critique aussi. Si Xi Jinping est véritablement un empereur philosophe, il est évidemment trop tôt pour en juger. L'histoire en jugera au terme de son règne. Je ne veux pas, pas là pour court-circuiter l'histoire et donner des conclusions. Je voudrais juste poser une question, faire une hypothèse et vous montrer que cette hypothèse est susceptible d'être nourrie par des arguments. Alors, l'hypothèse, la question de savoir si Xi Jinping est un empereur philosophe, cette hypothèse, eh bien, elle peut d'abord se nourrir des prétentions de l'homme lui-même qui, avant d'être président de la République chinoise, avant d'être premier secrétaire du Parti communiste chinois, a rempli différentes fonctions dans la hiérarchie du Parti communiste, au cours desquelles, pendant des années, au cours desquelles il écrivait. Il écrivait dans une revue, je pense notamment à la Zhejiang Zheba, c'est-à-dire au journal du Zhejiang, dans lequel il signait Zhexing. Zhe, c'est le philosophe, et Xing signifie joyeux. Donc il est intéressant de remarquer qu'au cours de sa carrière, Xi Jinping, qui n'a jamais prétendu être un grand écrivain, contrairement à Mao, qui avait des prétentions littéraires un petit peu plus hautes. Néanmoins, Xi Jinping écrivait, et il écrivait sous ce nom de plume, Zhexing, le philosophe joyeux. Alors, quel était le contenu de ces articles? Eh bien, dans le contenu de ces articles, on trouve de nombreuses références au taoïsme, bien sûr, et au légisme surtout. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous lisiez Macron ou Hollande citant, je ne sais pas, Platon ou Zénon de Citium. Bon. Ça ferait évidemment un certain effet, c'est pas le cas, mais en Chine c'est le cas. Et donc on est en droit de se poser la question de savoir si on est là face à un prince
éclairé, à un prince philosophe. Alors ces références au taoïsme et au légisme sont importantes, hein. Elles enracinent la pratique politique dans une culture ancienne, vénérable. Vous savez que ces philosophes de la période des royaumes combattants sont à la Chine ce que la Grèce ancienne est à l'Occident, hein. Donc son vivier, son foyer de concepts et de doctrines constamment ressassés. On a des références, même après l'élection de Xi Jinping à la présidence de la République, des références au taoïsme. Je pense par exemple à un discours prononcé à Berlin en mars 2014, ou un petit peu avant, en mars 2013, une référence à l'art de gouverner comme l'art de faire frire de petits poissons, hein, une référence universellement connue, au taoïsme. Alors, serait-il faux de dire que, comme le prétend François Bougon, que Xi Jinping est un dirigeant inspiré par le taoïsme dans sa pratique du pouvoir? Je crois que c'est dommage de ne pas en faire l'hypothèse, de conclure tout de suite que c'est faux, comme le fait François Bougon, comme il le dit dans un petit ouvrage, hein, que je recommande par ailleurs, un petit ouvrage très, très éclairant qui s'appelle « Dans la tête de Xi Jinping », paru chez Actes Sud. Xi Jinping ne prétend pas être taoïste, il ne va pas jusque-là, mais qu'on lui nie cette inspiration, c'est tout de même un peu fort, au vu du moins des références, hein, qui jalonnent son discours. Alors, ce qu'on trouve surtout chez Xi Jinping, ce sont des références au légisme. Et de nombreux commentateurs, bien avant moi, ont même pensé pouvoir conclure que Han Feizi était le philosophe préféré de Xi Jinping. Il cite beaucoup, effectivement, Xi Jinping. Voyez par exemple en septembre 2014, Jacobus, hein, c'est lui, hein, qui dans son ouvrage The Chinese Ops, Xi Jinping's Favorite Philosopher, un ouvrage paru en 2016, un article paru en 2016 sur hongkongfp.com, pense pouvoir conclure que Han Feizi est le philosophe préféré de Xi Jinping. Donc c'est Han Feizi, hein, le Hobbes chinois, penseur de l'absolutisme. Kerry Brown arrive à une conclusion similaire dans son Xi's China and Han Fei, donc la Chine de Xi et Han Fei. Un auteur chinois, Qin Hui, professeur à Tsinghua, disait cela déjà en 2004. Voilà, donc on a bien là un philosophe qui ne se dit pas taoïste, qui ne se dit pas légiste, mais dont le discours et les références philosophiques sont pétris de taoïsme, de légisme et de néo-confucianisme, hein. Alors, dans l'orientation de Sun Tzu sans doute plutôt que dans celle de Mencius, de Mengzi, mais on a là de quoi argumenter la thèse du roi philosophe, du philosophe roi, de l'empereur philosophe, si vous voulez, pour parler comme Pierre Hadot au sujet de Marc Aurèle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles considérations sur la politique chinoise.